Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce 95e webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Dominique Bernet qui est directeur commercial chez Service RH Online. Bonjour Dominique. Bonjour Manon. Bienvenue et merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de comment exploiter les entretiens annuels, mais pas que, on en parlera un petit peu après. Alors Dominique, avant de vous laisser la parole, juste quelques mots sur le sommaire et sur les modalités du webinaire. Donc ce webinaire durera 45 minutes, comme tous les webinaires Parlons RH, et il sera composé de 3 grandes parties. Donc dans un premier temps, on posera un petit peu de contexte. Ensuite, on verra pourquoi exploiter, gérer les entretiens, c'est important aujourd'hui pour les entreprises et en particulier les fonctions RH. Et dans un dernier temps, on verra les champs d'application, les solutions qui peuvent être mises en place. Chacune de ces grandes parties sera suivie de temps d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils d'interaction qui sont à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat. Je vois que vous avez déjà commencé un petit peu à le faire pour vous présenter et interagir entre vous pendant toute la durée du webinaire. En revanche, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat parce qu'on viendra piocher à cet endroit les questions pendant les pauses dédiées aux questions. J'ai fait le tour, il me semble, pour les modalités. Donc, sans plus attendre, on peut commencer. Alors, Dominique, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites chez Service RH Online? Alors, chez Service RH Online, on est éditeur de logiciels, on est éditeur de SIRH. Donc, on a un SIRH avec tout un tas de modules qui peuvent être utilisés chacun de façon complètement autonome ou être utilisés tous ensemble. Bon, c'est multilingue. On a aujourd'hui des clients de toute taille, des clients qui vont démarrer de 10 salariés jusqu'à 6 000, 10 000. Voilà, ça dépend vraiment de leurs besoins. Ok. Pour ce qui est de vos clients, parce que vous venez juste d'en parler, c'est aussi tout secteur d'activité Oui, tout secteur d'activité. Alors, on a un secteur où on est peut-être un peu plus représenté, c'est le high-tech justement. C'est l'informatique, c'est les sociétés de com, c'est aussi tous ceux qui sont dans le web, etc. C'est peut-être un petit peu plus, on est peut-être un petit peu plus représenté sur ce secteur d'activité-là. Mais bon, on a des administrations, voilà, c'est très vague, très Ok. vaste. Parfait, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on s'adresse particulièrement à une population qui travaille dans les RH, de professionnels RH. Donc vous proposez 9 modules de gestion RH. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous en dire plus, les détailler? Oui, alors on a 9 modules de gestion RH. Bon, on a déjà toujours d'abord le socle, le socle des fiches salariés avec tout un tas de choses, des informations sur la santé, sur le disciplinaire, sur la dotation matérielle, qui nous avait beaucoup été demandé pendant le confinement, par exemple, sur l'onboarding, l'offboarding, enfin voilà, tous ces modules-là qui font partie du socle de base de la fiche salariée. Après, on a un module qui nous permet de gérer les congés absences et gestion des temps. Bon, pas grand-chose de plus à en rajouter, avec badges virtuels, feuilles de temps, enfin, toutes ces choses-là. On a un module pour gérer les notes de frais. On a un module, celui dont on va parler tout à l'heure, pour gérer les entretiens, tous les entretiens annuels. On en a un pour gérer la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On a un module pour gérer la formation, avec 2 volets. Un module qui est assez simple pour les PME, puis un module de gestion de formation beaucoup plus poussé pour les grands groupes. Alors, on a un module aussi pour gérer le recrutement, un module pour gérer les suggestions. J'en parlerai aussi pendant les entretiens parce que c'est important. Et puis, on a un petit module de gestion de production. Voilà. Ok, donc en résumé, une offre assez large qui répond globalement à tous les enjeux RH Tous, actuels. Enfin, tous, je sais peut-être pas, pas tous, mais un bon nombre une bonne partie en tout cas d'enjeux RH. de ce qu'on souhaite dans un SIRH, effectivement. Juste avant de passer à la première partie, j'ai une dernière question, notamment par rapport peut-être à ce que vous comptez faire pour les années à venir, vos Voilà, perspectives, beaucoup de projets pour les projets. années à venir. Bon, bah, comme tout le monde, on va intégrer de l'IA dans nos logiciels RH. Avec une petite différence, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est surtout utilisée pour le recrutement et nous, on va surtout l'utiliser pour la rétention des talents. On a aujourd'hui dans nos logiciels toutes les informations qui nous permettent d'identifier
certains facteurs clés qui font qu'on peut retenir un talent peut-être un peu plus longtemps. Donc voilà, pour nous, il nous semble important de retenir les talents. C'est mieux que d'aller embaucher dans un premier temps. Voilà, donc l'IA va nous aider beaucoup sur ce plan-là. Ok, merci beaucoup. Est-ce que je crois que vous vouliez parler aussi du fait que Appli RH et Service RH vont être Oui, alors effectivement, donc Service RH, éditeur, un logiciel de SIRH. On a une deuxième société qui s'appelle Appli RH, qui fabrique des logiciels pour la formation, pour gérer les organismes de formation ou gérer les plans de formation, les plans de formation en général de grosses structures. Et dès cette fin d'année, 3 sociétés vont être fusionnées. Donc Appli RH va absorber Service RH et va absorber également une société qui produit un LMS. C'est-à-dire qu'on aura une chaîne encore plus complète puisqu'on pourra également proposer du contenu e-learning directement derrière nos applications RH ou derrière nos applications formation. Voilà. Merci beaucoup, Dominique, pour cette présentation qui permet de mieux vous connaître Service RH Online. Et je vous propose tout de suite de passer à la première partie. Donc, voilà, je le redis, aujourd'hui, on est ensemble pour parler des entretiens. Et c'est vrai que quand on parle d'entretien, on pense souvent entretien annuel, mais en fait, il y a plusieurs types d'entretiens qui existent. Alors, il y a plusieurs types d'entretiens. Bon, il y a les entretiens professionnels déjà, c'est les seuls entretiens obligatoires aujourd'hui. Donc ça fait partie de la législation. Mais il y a tout un tas d'autres entretiens. Il y a les entretiens d'évaluation, il y a les entretiens de performance, de suivi des objectifs. Il y a aussi les entretiens de retour à l'emploi, quand quelqu'un a eu une rupture prolongée, par exemple pour un arrêt maternité. Il va y avoir des entretiens d'embauche, bien sûr. Et puis, il y a d'autres entretiens qui sont obligatoires. Par exemple, pour les personnes qui sont en télétravail aujourd'hui, l'employeur est tenu de vérifier au cours d'entretien que ça se passe bien pour le salarié, que ça ne lui pose pas de problème d'être en télétravail, justement. Okay. Donc, il faut être assez vigilant pour bien respecter tout ça. Ok. Et à travers ces différents entretiens, c'est vrai que c'est un peu toutes les composantes RH qui sont mobilisées. Oui, c'est toutes les composantes RH parce que l'entretien, l'entretien, c'est sûr que ça va aider à analyser la performance de l'entreprise avec la gestion des objectifs, la gestion des objectifs individuels, collectifs, par équipe, par site, par service, par secteur. Il y a également la gestion des compétences qui va être touchée parce que c'est souvent pendant les entretiens qu'on va valoriser et quantifier les compétences. La gestion de formation, bien sûr, va être également concernée puisque pendant les entretiens, on va identifier des besoins, soit au vu des compétences, soit au vu des souhaits de carrière, des souhaits de mobilité, etc. Donc, la gestion de formation est importante derrière. Tout de suite, bien sûr, la gestion de carrière, de la mobilité, puisque les gens peuvent, pendant les entretiens, émettre des souhaits de mobilité. Voilà, ça nous permettra de mieux gérer les plans de succession. C'est des choses qui ne sont pas souvent gérées en France. Les rémunérations, bien sûr, parce que voilà, c'est souvent l'entretien qui permet de discuter des rémunérations, des primes ou des variables, justement. Et puis, les entretiens, c'est aussi une bonne façon de motiver et d'impliquer les salariés. Ça fait partie de la qualité de vie au travail. C'est un élément aujourd'hui incontournable dans la gestion RH. Merci beaucoup, Dominique. Alors, vous vouliez nous partager, me semble-t-il, quelques chiffres clés sur les entretiens, sur l'évolution des métiers. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de métiers qui sont en mutation et qui vont encore beaucoup bouger. Voilà, là j'ai quelques chiffres qui ont été produits à l'époque par le cabinet McKinsey. Il y en a d'autres qui ont été produits en disant que l'IA va détruire à peu près 300 millions d'emplois dans le monde. Alors quand on dit détruire, c'est détruire, mais peut-être en créer d'autres aussi. Donc effectivement, il faut accompagner tous ces changements. Il faut accompagner ces mutations technologiques, mais pas seulement technologiques. Il y a aussi des souhaits et des aspirations qu'il faut accompagner. Mais pour accompagner tout ça, il faut aussi recueillir les informations là où elles sont, c'est-à-dire auprès des salariés, auprès des managers, pour justement mettre en place des choses qui vont permettre de mieux accompagner toutes ces transitions. Est-ce que selon vous, il y a un peu une méconnaissance de tout ce que les entretiens permettent de faire au sein de l'entreprise, de la part et des collaborateurs et des managers aussi? Oui, pour moi, il y a une méconnaissance. Pourquoi? Parce que, voilà, comme il est indiqué sur le diaporama, pour les salariés, l'entretien, c'est l'occasion de discuter salaire et prime. Voilà. Pour les managers, c'est la valorisation des objectifs, c'est vérifier qu'on soit bien au niveau de la performance, de façon à
à pouvoir rendre des comptes à sa direction. Bon, pour la direction, c'est répondre aux obligations légales et sociales. C'est dommage de se contenter de ça, hein, parce que l'entretien, c'est un moment important. C'est le seul moment où le salarié peut vraiment s'exprimer en dehors d'une situation de travail. Hein, il faut bien se dire que l'entretien, ça doit être en dehors d'une situation de travail. Hein, on ne va pas aller interrompre quelqu'un sur son travail en disant vas-y, reprends après ton entretien. Hein, il faut que ce soit préparé, il faut que ce soit. Donc, c'est un moyen de faire remonter l'information parce qu'aujourd'hui, voilà, dans un atelier, l'information va être entre le salarié et son manager, mais après, elle ne remonte pas forcément au-dessus. Donc voilà, il y a des choses qui sont importantes, hein, et les entretiens en font partie. C'est un moment privilégié, je dirais, entre le salarié et son manager. Merci Dominique. Alors, avant de passer à la deuxième partie, de voir pourquoi c'est important aujourd'hui de bien gérer les entretiens et d'en tirer profit au maximum, on va prendre les premières questions de l'audience. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser la boîte à questions pour nous les poser. Dominique y répondra avec plaisir. Moi, j'avais une question qui rejoint d'ailleurs un petit peu celle de Patrick Arriba sur l'IA, parce que voilà, on parlait tout à l'heure, vous avez dit que l'IA va transformer en quelque sorte les métiers. Mais est-ce que l'IA, c'est pas aussi un moyen, est-ce qu'on peut s'en servir aussi pour gagner du temps, pour vraiment exploiter au maximum les entretiens? Oui, bah bien sûr, l'IA va aussi servir pour les entretiens, les compétences, parce qu'en utilisant bien l'IA, on va pouvoir déceler des potentialités chez certains individus qu'ils auraient peut-être même pas eux soupçonné. Hein, à partir du moment où on a évalué leurs compétences, quand on connaît bien leur activité, quand on sait tout ce que leur activité implique, hein, utiliser l'IA pour dire bah tiens, telle personne aujourd'hui qui est à tel poste, on n'a peut-être rien à lui proposer dans le poste où il est aujourd'hui, mais peut-être qu'on peut le décaler vers un autre poste où il a déjà tout un tas de prérequis, tout un tas de prédispositions, et ça, l'IA peut facilement aider à l'identifier. Très bien. Est-ce que chez Service RH Online, vous avez-vous des projets en cours à venir pour justement intégrer l'IA dans cette partie spécialement pour les entretiens? Oui, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on va intégrer l'IA, nous, pour essayer d'améliorer la rétention des talents. Alors, quand je dis améliorer la rétention des talents, c'est améliorer aussi la gestion des carrières, hein. C'est utiliser l'IA pour qu'on puisse proposer des choses aux salariés en fonction de ses compétences, en fonction de son ancienneté, en fonction de tout un tas de critères, hein, justement, qui seront scrutés et analysés par l'IA, hein, et en fonction des pistes possibles, bien sûr. Merci Dominique. Merci également à Patrick pour votre question. On a une autre question de Alphano Power qui demande: est-ce que l'évaluation des compétences des collaborateurs est aussi importante que l'évaluation des ambitions lors de l'entretien? Pour moi, oui, j'adhère complètement. Les compétences sont très importantes. Alors, les compétences, elles sont importantes, j'en parlerai peut-être aussi tout à l'heure, mais attention, on n'a pas le droit à l'erreur, hein. Quand on met en place une gestion de compétences, il faut être vigilant dès le premier jet, je dirais, hein. Il faut mettre en place, je vais insister aussi là-dessus tout à l'heure, des outils simples, des outils qui soient facilement pris en main par tout le monde, que ce soit les salariés, les managers, etc. Mais la gestion de compétences, effectivement, donne de très, très, très beaux résultats. Et elle est souvent liée à l'évaluation des ambitions. Parce que, bah, moi, par exemple, dans nos outils, un salarié va prendre sa dernière évaluation, ses compétences, il va dire, tiens, aujourd'hui, je suis à tel poste. Si demain, je vais aller vers telle autre fonction ou tel autre poste, qu'est-ce qui manque? Vers quoi il faut que je m'oriente? Quelles sont les formations qu'il faut que je demande? Donc, tout ça, c'est important, hein. Et ça, c'est issu principalement des compétences. Merci beaucoup. Merci Alphano pour votre question. Alors, je vous propose de passer à la partie pourquoi est-ce important. Donc, comme son nom l'indique, dans cette partie, on va voir pourquoi c'est important de bien gérer les entretiens. Et le premier point qu'on peut évoquer, c'est que ça permet de passer d'une gestion quantitative du personnel à une gestion plus qualitative. Oui, tout à fait. Ça, c'est un peu mon cheval de bataille. La gestion quantitative, bon, bah, c'est la paye, c'est les congés, c'est les heures, etc. Ça, on le gère depuis toujours. Aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à une gestion beaucoup plus qualitative. Le qualitatif, bah, c'est déjà effectivement de partager avec le salarié, de recueillir certaines choses, etc. C'est la gestion des compétences.
hein, complètement. C'est de mieux gérer les activités, hein, de mieux savoir quelles sont les activités du salarié, qu'est-ce que ça implique, quelle formation ça implique, quelles habilitations ça implique aussi. Voilà, hein, la gestion qualitative. Et puis aujourd'hui, il faut pas oublier que les salariés sont demandeurs. Hein, un salarié aujourd'hui, et les temps ont changé, on n'est plus comme il y a 40 ans. Les salariés veulent être acteurs de leur parcours, ils veulent s'impliquer, etc. Donc il faut vraiment leur proposer du qualitatif pour leur permettre justement d'évoluer. Et puis donc les entretiens, ben c'est ces moments privilégiés là, hein, pendant lesquels le salarié peut s'exprimer. Hein, encore une fois, il faut que j'insiste, mais il faut que l'entretien soit préparé un petit peu en amont. Il n'y a pas une grosse préparation à faire, mais il y a une préparation à faire en amont. Hein, l'entretien, c'est pas un discours de copains autour d'un café. Hein, mais vous savez, de rien, c'est ça. Mais quand c'est pas préparé, si vous avez le manager qui arrive, qui a rien préparé, bonjour, attendez où? Non, c'est pas ça. Oui, on va pas tirer vraiment tous les profits de l'entretien à ce rythme-là. Non. Ok. Et est-ce qu'on peut dire aussi que passer d'une gestion quantitative à une gestion plus qualitative, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le fait de justement miser sur la fidélisation et l'engagement des collaborateurs? Indiscutablement, quand vous mettez en place des outils qui soient pris en main par les salariés, il faut obtenir l'adhésion des salariés, des managers. Si vous leur mettez en place des outils qui leur donnent de vraies perspectives, bah oui, forcément, vous allez améliorer la rétention des talents, vous allez avoir beaucoup moins de turnover, et puis il y aura une qualité de vie au travail qui sera bien améliorée, quoi. Il y aura un climat social qui peut complètement s'apaiser, et les entretiens sont une composante du climat social aussi. Ok, très bien. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'une bonne gestion des entretiens permet de faire? Alors, ça va permettre de gérer l'évolution des métiers, hein, on en a parlé tout à l'heure. Hein, les métiers sont en pleine mutation, il y a plein de choses qui changent. Je sais pas, moi, prenez par exemple des concessionnaires automobiles. Il y a 10 ans ou 15 ans, il leur fallait beaucoup de techniciens qui soient formés sur les moteurs thermiques, diesel ou essence. Aujourd'hui, il faut qu'ils aient des techniciens qui soient formés sur de l'hybride ou sur de l'électrique. Donc forcément, c'est une mutation importante. Hein. Mais ça, on le retrouve dans plein de secteurs d'activité. Ça permet donc de préparer l'acquisition de nouvelles compétences, de conforter aussi les compétences déjà acquises, mais sur lesquelles on peut encore progresser. Hein. Et puis, il y a des compétences comportementales aussi, hein, qui peuvent être améliorées. Quand quelqu'un veut devenir, je sais pas moi, chef d'équipe ou veut prendre des responsabilités, effectivement, il faut qu'il communique. Voilà, il y a des choses qui sont importantes à mettre en compte, à prendre en compte. Et puis, ça permet de mettre en place un plan de développement des compétences ou un plan de formation, appelons-le comme on veut, hein, qui soit vraiment adapté. On a connu l'époque, il y a très longtemps, enfin, vous peut-être pas, moi je l'ai connu, l'époque où on faisait des plans de formation, voilà, on va former 200 personnes sur Word, ta. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, le plan de formation, le plan de développement des compétences, il est vraiment personnalisé. Oui. Hein, on fait plus une formation pour faire une formation, on fait une formation avec un objectif précis. Hein, soit de mieux répondre à une activité, soit d'évoluer vers d'autres choses. Et puis, il y a un élément qui est important, je le rappelle sur tous les salons, c'est maintenir l'employabilité des collaborateurs. Alors ça, c'est inscrit dans la loi, c'est passé un petit peu à la trappe pour pas mal d'entreprises. Maintenir l'employabilité des collaborateurs, c'est vaste et c'est dangereux quelque part. Hein. C'est-à-dire que si demain, par exemple, vous licenciez quelqu'un, si vous lui avez pas fait ces entretiens professionnels qui, je le rappelle, sont obligatoires, hein, le salarié, il aura très bon dos 1 an plus tard de se retourner contre l'entreprise en disant, voyez, je suis pas employable parce que mon entreprise m'a pas formé. Et en plus, elle m'a pas fait mes entretiens. Donc là, devant un prud'homme, je pense que l'employeur a toutes les chances de perdre. Donc il faut être aussi prudent sur ce côté-là. Ensuite, parce que c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Les entretiens permettent aussi d'indexer les talents de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, indexer les talents de l'entreprise, c'est justement identifier leurs points forts, leurs points faibles, savoir ce qu'on peut améliorer, savoir ce que l'on peut encore développer, et ça permettra également de faciliter le pilotage des carrières. Hein, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, si quelqu'un a des prédispositions pour occuper tel ou tel poste, quelquefois on va se dire tiens, il faudrait pas grand-chose pour qu'il puisse occuper réellement ce poste-là. Moi, j'avais un bel exemple
ici au nord de Paris, il y a quelques années en arrière. On avait mis en place une GPEC. Quand on a analysé, j'avais fait les analyses avec le directeur. Et je lui ai dit, voyez, ce monsieur qui est sur tel site, aujourd'hui, il est directeur d'agence, enfin, il était sous-directeur, il était directeur adjoint. J'ai dit, on a un poste de directeur d'agence qui se libère à 10 km dans un an. Bah, cette personne-là, il faudrait juste le former un petit peu à la gestion. Et le directeur était bluffé, il m'a dit, mais vous connaissez pas les gens? J'ai dit, non, je les connais pas, mais au vu de ce que je vois dans leur tableau de compétences, moi, ça me permet de le dire. Donc ça, c'est important. Ça permet aussi d'anticiper les conflits, parce que y a rien de tel que de discuter pour crever les abcès, parce qu'on sait très bien que quand ça fermente chacun de son côté, il y a un moment où ça éclate. Donc il vaut bien mieux crever l'abcès quand il est encore embryonnaire, plutôt que d'attendre la fin. Et puis voilà, effectivement, ça permet d'optimiser le recrutement, de réduire le turnover, etc. Donc et tout ça, ça crée une dynamique qui va permettre d'améliorer les performances globales de l'entreprise. Ok. Voilà. Très bien. Alors, on va passer à la deuxième phase de questions. Donc, je vois dans la boîte à questions qu'il y a déjà des questions, donc on va les prendre. Pour les autres, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à les poser à Dominique, puisque c'est le moment. Moi, avant de prendre les questions, j'en ai une, puisque voilà, on a parlé de tout ce que les entretiens permettent d'apporter dans l'entreprise. Et on n'a pas forcément évoqué la question du bien-être au travail, de la QVCT, de l'équilibre vie pro, vie perso. Alors, les entretiens, c'est aussi un moment privilégié pour mettre en lumière toutes ces questions-là. Bah oui, de toute façon, et attention, il y a aussi un peu un côté obligatoire. Je parlais tout à l'heure, pour les gens en télétravail, on doit se soucier de l'impact sur leur vie personnelle. On doit se soucier de l'impact que ça représente en matière de qualité de travail. Voilà. Donc, les entretiens sont des moments privilégiés pour ça, justement. D'accord. Alors, on a une question que je trouve assez intéressante de Véronique Turpin, qui est: comment gérer les personnes qui sont réticentes aux entretiens? Alors, les personnes réticentes aux entretiens, il faut savoir une chose, c'est que l'entretien, ça fait partie des obligations d'un salarié aujourd'hui. Il faut savoir que le refus de participer à un entretien, c'est un motif de licenciement. Alors bon, c'est sûr qu'il faut éviter d'en arriver là, il faut négocier auparavant, mais voilà, ça fait partie des obligations d'un salarié que de se rendre à ces entretiens. Alors après, bon, c'est sûr qu'il vaut mieux convaincre que sanctionner, mais voilà. Et puis surtout, il faut arriver à convaincre, et ça rejoint aussi la question qu'on a après, il faut prouver aux salariés que l'entretien peut aussi lui apporter quelque chose. Et pas seulement une discussion sur son salaire, ça peut être une discussion sur ses évolutions de carrière, sur des souhaits qu'il peut avoir, etc. Et même sans évolution de carrière, sans souhait, sans rien, un individu peut très bien avoir, je sais pas, des besoins à son propre poste de travail. Par exemple, aménager son horaire, démarrer un quart d'heure plus tard le matin parce qu'il a ses enfants à emmener à l'école. Si c'est possible pour l'entreprise, bien sûr, c'est l'occasion d'en discuter. Ouais. Puis peut-être qu'il faut comprendre aussi les réticences, pourquoi est-ce que ces personnes sont réticentes, et sensibiliser aux avantages, comme vous disiez, que les entretiens peuvent avoir pour elles. Clairement, ça commence par là. Il faut déjà le questionner en disant mais pourquoi pas participer à un entretien? Justement, on va le faire de façon posée, on va le faire hors du contexte, pas le faire en plein milieu de l'équipe, ça c'est pas bon du tout. Il faut que ce soit posé, etc. J'insiste beaucoup là-dessus, sur la préparation. On en reparlera un petit peu après, d'ailleurs. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci, Véronique, pour votre question. On a une autre question de Clémentine qui demande: que faire en cas de divergence de vision entre le collaborateur et l'entreprise, par exemple sur tout ce qui va être évolution de carrière ou sur le salaire? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il faut convaincre et expliquer. Voilà. Quand je dis convaincre et expliquer, il est clair qu'on ne peut pas toujours proposer ce qu'attendent les salariés. Il faut aussi leur dire pourquoi, pour quelles raisons. Il faut les impliquer davantage dans la vie de l'entreprise. Et ça commence aussi comme ça. Ok. Merci beaucoup. Merci Clémentine également pour votre question. Je crois qu'on en a une autre que je n'ai pas vue. Comment forcer, entre guillemets, les managers à faire les entretiens obligatoires? Alors, pareil, c'est la même chose que pour les salariés. Le manager, ça fait partie de ses attributions. Il doit faire les entretiens professionnels. S'il veut pas les faire, il s'expose à des sanctions.
Voilà, il y a un moment, il faut faire comme avec les salariés. Il faut d'abord essayer de les convaincre, leur dire voilà, les managers, ils n'ont pas toujours non plus la bonne perception de ce que peut leur apporter les entretiens. Quand un manager va pouvoir visualiser les compétences de son équipe sous forme graphique, avec des choses assez sympas, on dirait, bah, tiens, là, finalement, il y a peut-être des lacunes de ce côté-là, etc. Je vais peut-être pouvoir améliorer la performance de mon équipe en faisant ça. Voilà, il faut leur il faut leur restituer des résultats. Oui, c'est peut-être ça finalement, en fait, le cœur du problème, on en parlait juste avant, c'est la méconnaissance qu'il peut y avoir par rapport… Des bénéfices apportés. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, justement, on va passer à la partie les champs d'application qui va peut-être nous donner quelques clés pour mieux exploiter les entretiens, pour convaincre plus facilement les managers et les collaborateurs aussi de se prêter au jeu. Donc, dans un premier temps, c'est important de comprendre que les entretiens, ça concerne tous les acteurs de l'entreprise. Ça concerne absolument tous les acteurs, du salarié, voire même de l'apprenti, etc., jusqu'à la direction. Ça concerne pas seulement les ressources humaines, parce que avoir un bon pilotage des entretiens, ça va être aussi donner une vraie vision à la direction sur certains sujets. Donc il n'y a pas de strate de l'entreprise qui échappe. Tout le monde dans l'entreprise est concerné. Alors j'en profite aussi pour les PME. On nous dit souvent, moi j'entends souvent dire de PME, oui mais pour nous, pour les moins de 50, il n'y a pas de sanction si on ne fait pas les entretiens. Alors c'est vrai, il n'y a pas de sanction annoncée. Pour les plus de 50, vous savez que si on ne fait pas les entretiens professionnels, on peut se voir condamné à abonder de 3 000 € le compte personnel de formation de chacun des salariés. Donc ça peut vite faire des sommes astronomiques. Mais pour les moins de 50, il ne faut pas oublier que si demain vous licenciez un salarié, vous ne lui avez pas fait ses entretiens professionnels, qu'il se retourne contre vous au prud'homme, il a toutes les chances de gagner. Parce que vous allez licencier quelqu'un qui aura bon dos de dire, bah voyez, on va pas former comme il faut, la preuve c'est qu'on m'a même pas fait mes entretiens professionnels, et pourtant ils sont obligatoires. Donc voilà, l'entretien, il faut être vigilant, ça rejoint un peu les questions tout à l'heure sur les managers, sur forcer les managers ou les salariés à faire ces entretiens, ça fait partie de leur attribution. Et puis, ça doit être un vrai process RH. Ça doit s'inscrire dans la stratégie de l'entreprise. On veut, je sais pas, ouvrir une nouvelle filiale, ouvrir une nouvelle activité. Il faut aussi voir quels sont les gens qui seront prédisposés à y aller, etc. Oui, parce qu'en fait, les entretiens, c'est un petit peu la base c'est le point de départ de beaucoup de choses qui vont se passer après, comme la formation, la gestion des compétences, etc. La gestion des compétences, elle est valorisée pendant l'entretien. La gestion de formation, c'est souvent justement pendant l'entretien qu'on va identifier des besoins qui peuvent être émis par le manager, mais qui peuvent aussi être émis par le collaborateur. Le collaborateur peut avoir ses petites idées sur sa vision de carrière également. Donc voilà, il faut vraiment placer l'entretien au cœur de la stratégie RH pour moi. Très bien. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour adapter l'environnement RH à la gestion des entretiens? Alors, adapter l'environnement RH, il y a plusieurs volets, on va dire. Tout d'abord, il faut obtenir l'adhésion des managers et des salariés. Ça rejoint les différentes questions qu'on a eues. Il faut vraiment leur faire comprendre que l'entretien, ça va être bénéfique. Ça va être bénéfique pour la performance de l'entreprise, ça va être bénéfique pour la qualité de vie au travail, ça peut être bénéfique pour le salarié, pour la gestion de carrière, etc. Tout le monde a y gagné d'avoir des entretiens qui soient bien faits, bien réalisés et bien structurés. Et puis, pour arriver à les convaincre, justement, à leur démontrer les bénéfices, il faut leur restituer des résultats. Trop souvent dans les entretiens, je me souviens de l'époque, on faisait des entretiens papier, on classait tout ça dans un placard. Bon, personne ne regardait rien, ou pratiquement rien, on lisait ça à la va-vite, le chef d'équipe lisait ça à la va-vite et rangeait ça. Et puis, quand le salarié posait sa démission, on allait rechercher son entretien, on disait, tiens, est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait nous laisser penser que, ah oui, mais là, c'est trop tard. Il faut analyser tout ça avant. Donc voilà, il faut vraiment restituer des résultats. Il faut que les managers comprennent l'intérêt qu'ils ont à bien faire des entretiens et les salariés également. Et puis pour ça, justement, il faut mettre en place des outils simples. Alors, outils, je dis simples mais efficaces. Il faut pas que l'outil crée de la discrimination. Si un salarié comprend pas l'outil sur lequel il va devoir faire son entretien, ça peut pas fonctionner.
Alors, on a surtout le cas sur la gestion de compétences. Quand on imbrique la gestion de compétences dans les entretiens, si les managers savent pas comment ils doivent évaluer les compétences, ça fonctionne pas non plus. Il y a un moment, si vous mettez une page blanche devant les managers en disant vas-y, évalue tes collaborateurs, ça fonctionnera pas. Okay. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, avoir un outil qui permet de gérer les entretiens, l'ensemble des entretiens, c'est indispensable? Alors, je pense que c'est indispensable, oui, parce que déjà, ça permet de centraliser les choses, de rationaliser les choses, et puis les outils permettent des choses qu'on pourrait éventuellement faire sur papier avec des tableaux Excel, mais il faut tout ressaisir dans des tableaux Excel, etc. Donc aujourd'hui, les entretiens permettent de faire ressortir certains points. Je parlais tout à l'heure quand ils sont imbriqués avec la gestion de compétences. Moi, j'avais le cas d'une société en Alsace où la personne la plus réticente, celle qui était la plus réticente pour faire des entretiens, a insisté après avoir fait un premier entretien auprès de sa direction pour que tout le monde passe systématiquement des entretiens. Je crois que c'était 2 fois par an pour eux. Parce qu'elle s'était rendue compte qu'à la fin du premier entretien, elle avait des lacunes sur une équipe et qu'elle avait du mal à identifier, et elle s'est rendue compte qu'en fait, ils ne savaient pas utiliser le outil de suivi de chantier. Donc, elle a fait une petite formation à tout le monde. Depuis, elle a des ratios de production qui sont importants. Voilà, elle en a vu les bénéfices. Elle a eu les résultats, on lui a restitué les résultats. Et cette même personne me disait, avant, on faisait des entretiens papier, on faisait de la gestion de compétences sur papier, ça existait encore. Donc, il fallait tout saisir d'un tableau Excel, etc. Et ils n'avaient pas de retour. C'était des tableaux qui remontent à la RH. Oui, mais enfin bon, la gestion de compétences, c'est pas fait pour la RH. Justement, c'est fait pour la production. Merci, Dominique. Vous parliez tout à l'heure, quand on met en place des outils, de faire attention à ne pas créer de discrimination. Vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui est pas forcément à l'aise avec l'outil, etc. Tout à fait. Il faut que les outils soient simples. Il faut accompagner éventuellement les gens, mais il faut déjà qu'à la base l'outil soit simple. Il faut qu'il soit facilement, qu'il y ait une prise en main facile pour le salarié, pour le manager, parce qu'autrement, faut pas oublier que c'est eux qui remontent les informations. Le plus bel outil du monde, s'il a mal été alimenté à la base par les salariés et les managers, ça donnera aucun résultat. Ou ça donnera des résultats faux, ce qui est pas mieux que de ne pas avoir de résultats du tout. Donc il faut que les outils soient simples. Et il faut que ce soit convivial. Il faut qu'encore une fois que l'outil soit simple et qu'il restitue très simplement les résultats. Le salarié, il faut pas qu'il cherche pendant des heures pour arriver à son entretien. Le collaborateur, le manager non plus. Les managers ont pas le temps non plus. Ok. En ce qui concerne l'évaluation des compétences, qui est un point important des entretiens, avoir un outil, ça permet aussi d'évaluer de manière plus concrète, peut-être. Oui, la gestion de compétences, si on veut la faire sans outils, c'est très lourd. C'est très lourd parce qu'il faut manipuler tous les chiffres. Imaginons, vous avez les fiches papier des compétences d'individus. Si je vous dis, tiens, vous pouvez faire une analyse par site, par service, par fonction, voilà, il faut pouvoir recouper tout ça. Parce que peut-être que sur un service, globalement, on va se dire, tiens, ça va pas trop mal. Mais peut-être qu'on va se rendre compte, quand on fait une analyse sur une fonction dans l'entreprise, que sur telle fonction, il y a telle ou telle compétence qu'on pourrait peut-être améliorer. Donc ça, effectivement, un outil. Aujourd'hui, les outils informatiques permettent de gagner du temps. Ils ont une puissance qui permet d'analyser tout ça très facilement en temps réel. Ok. On a parlé tout à l'heure tout au long un peu du webinaire, vous avez mis l'accent sur l'importance de préparer l'entretien. Oui. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour bien préparer un entretien ? Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut mettre à disposition du salarié avant le jour de l'entretien. Déjà, il faut lui mettre à disposition les trames. Voilà, lui dire, voilà les sujets, voilà les grands sujets qu'on va aborder. Puis lui poser la question, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaitez aborder? Mais ça, c'est en amont de l'entretien. Il faut que l'outil soit disponible pour le salarié avant l'entretien. Pour le salarié et pour le manager, parce que les deux ont peut-être leur mot à dire là-dessus. Donc voilà, ça, c'est des choses importantes. Il faut que ce soit cadré. Comme je dis souvent, l'entretien, c'est pas une discussion de copinage autour d'un café. Ça doit porter sur des thèmes, sur des sujets, etc. Donc, il faut que tout ça soit cadré avec une trame, que cette trame soit mise à disposition du salarié, que le salarié ait suffisamment de temps en amont pour pouvoir y réfléchir, voir ce qu'il va apporter à chacun des thèmes qu'on va aborder, et puis peut-être en proposer d'autres.
Et c'est la même chose pour le manager ou pour l'évaluateur. Après, on a parlé aussi, on pose souvent la question des entretiens distanciels. Alors, les entretiens distanciels, oui, j'y suis pas forcément hostile. Je pense que quand même de temps en temps, il est bien d'avoir en face de soi la personne évaluée. Si on fait des entretiens distanciels, il y a des précautions à prendre. Donc, il faut aussi préparer l'entretien, au même titre que quand on est en présentiel. Il faut bien veiller à la technique, parce que si le salarié vous entend pas, s'il y a des craquements, s'il y a ci, s'il y a là, ce sera plus un entretien. Il faut faire attention de pas trop déshumaniser l'entretien. L'entretien, comme on a dit, que c'est de l'humain. On gère de l'humain dans les RH. Donc, il faut pas trop déshumaniser l'entretien. Il faut lui montrer qu'on est proche, qu'on est à l'écoute. C'est pas un outil, cliquez ici, cliquez là et c'est fini. Voilà. Donc, il faut vraiment échanger, communiquer. Bon, ça peut se faire aussi en distanciel, bien sûr. Mais je pense que le premier point, déjà, si on veut faire un entretien en distanciel, c'est déjà de recueillir l'avis du salarié. Lui dire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ce serait mieux? Lui demander son avis sur l'entretien distanciel. Okay. En parlant de ça justement, d'entretien à distance, c'est vrai qu'avec l'hybridation du travail, on est beaucoup plus à distance, on a moins l'occasion de se retrouver en présentiel pour ce genre d'entretien par exemple. Pourtant, selon vous, est-ce que vous considérez que ce serait quand même bien de le faire en présentiel ou à distance, ça change rien? Moi, j'aurais tendance à dire que voilà, les entretiens professionnels, la réglementation stipule qu'ils doivent être effectués tous les 2 ans. Je pense qu'une fois tous les 2 ans, avoir le salarié en présentiel, c'est pas mal. Après, si entre-temps, on fait des entretiens d'évaluation de performance, d'objectifs, etc. Oui, on peut peut-être faire des choses on peut faire un mixte entre le distanciel et le présentiel. Mais je pense que de temps en temps, il est quand même bien d'avoir le collaborateur en face de soi pour pouvoir en discuter. C'est un avis très personnel. Bon, on a déjà commencé un petit peu les questions-réponses parce que j'avais beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Dominique. On est là aussi pour ça, pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, vraiment, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions. Moi, j'ai encore une petite question avant de prendre les quelques questions qu'on a. Comment est-ce qu'on s'assure que les décisions qui ont été prises pendant les entretiens, elles sont, de leur suivi et de leur application, surtout? Ça, c'est le rôle des RH déjà. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ont été faites pendant les entretiens, alors tout ne sera pas forcément réalisé. On a remonté des besoins de formation, mais si l'entreprise n'a pas les budgets, etc., il y a peut-être d'autres priorités qui sont données par la direction ou par les RH. Donc, on ne peut pas forcément dire amen à tout. Mais dans ce cas-là, il faut au moins apporter une réponse. Il faut apporter un résultat, il faut apporter une explication. Dire voilà, tiens, vous aviez demandé telle et telle formation, on n'a pas pu la faire cette année pour telle ou telle raison, pour telle ou telle priorité, mais on note tout ça, etc. Il faut vraiment qu'il y ait un suivi des entretiens. Si jamais les gens passent des entretiens et qu'on fait que les classer dans un placard, ça ne sert à rien. Ok, merci beaucoup, Dominique. Alors, pour les questions, alors déjà, c'est pas forcément une question, mais on a Angélique Delamarre qui a posté un message dans le chat pour dire attention, confusion entre entretien annuel et entretien professionnel. Est-ce que pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde, on peut dire rapidement un mot sur la différence? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'entretien professionnel, celui qui est obligatoire, qui est réglementaire, le but, c'est pas d'évaluer la performance de l'individu, c'est pas d'évaluer ses objectifs par rapport à ce qu'on s'était fixé. Le but, c'est de discuter de sa carrière. Voilà. C'est de discuter de ses ambitions, c'est de discuter de sa carrière, des potentialités qu'on peut lui offrir, de la formation éventuellement. Mais en aucun cas, par exemple, dans un entretien professionnel, on va devoir évaluer les objectifs. Je dirais même que c'est plutôt prohibé pendant un entretien professionnel. Donc, c'est pas la même chose. Les entretiens annuels, dans l'entretien annuel, on peut y mettre tout un tas d'autres choses. Effectivement, on peut mettre des objectifs, on peut mettre des compétences, on peut aussi les mettre dans l'entretien professionnel, mais attention, c'est pas la même chose et ils doivent être bien distingués. Alors, quelquefois, les entreprises les font le même jour, pour des questions d'organisation, mais il faut bien avoir 2 trames distinctes. C'est pas la même chose. Merci beaucoup pour cette précision. On a une question de Philippe qui demande, qui évoque les limites en termes de RGPD pour
tout ce qui est entretien et conservation des entretiens? Alors, les entretiens, c'est comme beaucoup de documents dans l'entreprise, hein, ils sont soumis aussi à la partie RGPD. Bon, le RGPD, il est souvent basé à la date de. Alors, on peut garder les entretiens pendant un certain temps. Après, il y a des raisons qui peuvent faire qu'on conserve un entretien. Vous avez un prud'homme, vous avez une procédure avec un salarié, vous avez un motif valable de conserver un entretien, vous pouvez le conserver. Maintenant, après, attention, il faut respecter les délais, ces fameux délais de conservation. Alors, il y a des documents qui doivent être gardés 3 ans, 5 ans, etc. Nous, dans nos logiciels, on va paramétrer ces délais. Les RH, on ne pourra pas paramétrer ces délais en sachant que à partir du moment où un salarié a quitté la société, on n'a plus lieu de les garder après 3 ans. Voilà, c'est le délai maximum imposé euh, par le RGPD. Moi, je conseille aux entreprises de les garder, pour ceux qui veulent les garder, 13 mois. Pourquoi 13 mois? Parce qu'aujourd'hui, avec les ordonnances Macron qui avaient été passées il y a déjà 2 ou 3 ans, un salarié a 12 mois pour faire un recours auprès de son employeur. Donc, au-delà de 13 mois, on peut quand même raisonnablement penser qu'on n'aura plus de recours. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on peut archiver tout ça, enfin, effacer tout ça, pas seulement archiver. Ouais. Merci pour votre réponse. Merci Philippe pour votre question. On a une autre question de Clémentine qui demande si vous avez des préconisations sur comment est-ce qu'on pré-remplit les trames d'entretien avant l'entretien et qui sont visualisables par le manager et ou le collaborateur. Est-ce que c'est réellement une bonne pratique et qui devrait le remplir en premier? Ouais, très intéressant comme question. Alors, le pré-remplissage, déjà, il faut faire des trames avec des sujets, on va pas tout mélanger, et mettre ça à disposition et du collaborateur et du manager. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut leur donner un peu de temps. Je dirais qu'il faut leur donner au moins 15 jours à l'avance, de façon à ce que le salarié, tranquillement, chez lui, le soir, etc., il puisse préparer son entretien. C'est pas forcément une mauvaise pratique, je trouve que c'est même une bonne pratique, parce que quelquefois, le salarié va plus facilement s'exprimer quand il va préparer son entretien en amont, que d'arriver devant son manager. Il va peut-être être un petit peu un petit peu refroidi par la présence de son manager, alors qu'il l'aura exprimé par écrit en amont. Qui devrait remplir en premier? Moi, je dirais que les deux doivent participer en même temps. Nous, sur nos logiciels, par exemple, le salarié peut remplir, le manager peut remplir. On n'impose pas au salarié de pré-remplir son entretien. On lui propose, mais on n'impose pas. Le manager, lui, bien sûr, lui doit remplir l'entretien, parce que celui qui a l'obligation de faire un entretien, ça reste le manager. Nous, par exemple, dans nos logiciels, lorsque le salarié a préparé son entretien, a fini sa préparation, au moment où il valide sa préparation, il peut dire, tiens, je le mets à disposition tout de suite de mon manager ou j'attends le jour de l'entretien. S'il veut que le manager soit plutôt prêt à froid. Voilà, mais après, ça, c'est encore une fois, c'est des paramétrages que proposent les logiciels. Merci beaucoup. Le webinaire touche à sa fin. Je propose de prendre une dernière question pour conclure. C'est une question de Véronique qui demande, pouvez-vous nous dire un mot sur l'entretien des 6 ans? Oui, l'entretien à 6 ans, effectivement. Alors, l'entretien à 6 ans, il est aussi contraignant, parce qu'on doit tous les 6 ans vérifier un certain nombre de points. Il y a 4 sujets obligatoires qu'on doit aborder, le rôle de l'abondement, du conseiller en évolution, etc. Alors, dans un entretien, quand ils sont faits par les managers, le rôle du CPF, l'abondement, le conseiller en évolution, toutes ces choses-là, la VAE, c'est pas forcément un manager qui va pouvoir y répondre. Donc, nous, on donne une information, on propose de donner une information assez sommaire sur ce sujet-là, et on dit aux salariés, souhaitez-vous un entretien plus poussé là-dessus avec les RH? Voilà. Parce que le manager, il n'a pas forcément la compétence pour répondre à ces choses-là. Et puis, dans l'entretien à 6 ans, on doit vérifier aussi 2 points. On doit vérifier que la personne ait bien suivi ses entretiens, un entretien tous les 2 ans. Si elle n'a pas suivi, il faut qu'on ait une raison qui l'explique. Et puis, on doit aussi vérifier qu'il ait bien suivi une formation non obligatoire. Alors, se pose la question de dire qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas. C'est ce qui conditionne l'exercice de l'activité. Je vais vous donner un exemple. Si demain, un cariste demande un CACES, c'est une formation obligatoire pour son métier. Si vous, non, vous demandez un CACES, je pense pas que ce soit obligatoire pour votre métier. Donc ça, il n'y a que le manager qui peut apprécier le côté obligatoire de la chose. Merci beaucoup. On a une dernière question, mais on n'a plus énormément de temps. Est-ce que vous voulez dire un mot rapidement ou alors, de toute façon, si d'autres personnes ont des questions...
Elles peuvent aussi vous contacter. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous contacter, il n'y a aucun problème. Alors, la question, c'est est-ce que l'entretien annuel pour un salarié en congé est efficace? C'est ça. Ça rejoint l'entretien distanciel. Hein, c'est la même chose. On peut quelquefois le faire, oui, mais moi, je pense que de temps en temps, il est bien d'avoir du présentiel. Hein, et puis, bon, ça peut être un mixte des deux. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Moi, avant qu'on se quitte, j'ai encore 2 petites questions. Le coup de com' et le coup de cœur. Donc, je propose de commencer avec le coup de com'. Est-ce que vous voulez nous partager quelque chose? Eh bien, le coup de com', moi, je vous propose de consulter notre site. Hein. J'écris pas mal de choses sur les entretiens. Je fais aussi beaucoup de conférences dans les salons, hein, sur les entretiens, la GPEC, etc. Hein, donc, Vous avez un lien, le lien va vous être mis à disposition dans le chat. Et puis le coup de cœur. Alors, pour le coup de cœur, pour le coup de cœur, tiens, je vais trouver un coup de cœur original. Le coup de cœur, ça va être ma petite fille, tiens, ma petite fille Ambre, qui est gymnaste, qui a 13 ans, et qui avait une nouvelle compétition il n'y a pas très longtemps, et qui a décidé, dans son programme, alors que c'était pas prévu, de faire un salto arrière sur la poutre, qu'elle a très bien réussi d'ailleurs. Et à la fin de son parcours, sa coach est arrivée, elle a dit, mais pourquoi t'as fait ça? C'était pas de ton niveau, machin, etc. Pourquoi tu l'as tenté? Et elle a dit, mais ça fait X temps que je vous dis que je voulais le faire, ce salto, parce que je le sentais bien. Vous voyez, vous m'avez pas écouté. Eh bien, voilà, les entretiens, c'est aussi ça. Hein, on y gagne toujours à mieux s'écouter. C'est une belle métaphore, en tout cas. Voilà. Et on salue votre petite fille. Merci. Elle est qualifiée pour le championnat de France, c'est bien. Félicitations. Merci beaucoup, Dominique, pour votre présence aujourd'hui, d'avoir été avec nous pour ce webinaire. C'était un plaisir. Merci à vous tous pour votre participation, pour toutes les questions que vous avez posées. C'est toujours un plaisir aussi de vous recevoir. Et à très vite pour un prochain webinaire. Merci à tous. Au revoir.